10h moins le quart sur le plateau de Direct Gestion avec notre invité ce matin, Bertrand Lamiel, directeur de la gestion de B Capital. On va parler valeur avec lui, avec une première valeur sur laquelle vous êtes positionné, en tout cas qui vous intéresse, c'est Orange. Alors il y a quelque chose qui s'est passé hier dans les télécoms, c'est cette mystérieuse invitation de la part de Free qui tient en ce moment une conférence de presse. Voilà, une invitation mardi 10 mars à 9h. Donc que vont-ils révéler? Est-ce que ça va être une Free Car, une nouvelle Freebox? Qu'est-ce que vous anticipez? En tout cas, le gain était spectaculaire sur l'ensemble des valeurs. Orange par exemple a perdu près de 6%. Les capitalisations là ont fondu, on s'inquiète du trublion des télécoms et Free. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Donc à tous ceux qui pensaient que Xavier Niel s'était endormi, non, il nous donne la preuve que manifestement il est toujours là, il est toujours sur le pied de guerre. Donc il va probablement lancer une nouvelle offre commerciale extrêmement agressive avec comme cible Bouygues Telecom pour affaiblir Bouygues Telecom qui est exsangue en termes de cash pour forcer à la consolidation. Donc est-ce que ce sera un forfait à 10 euros? Sur les fuites qu'on avait hier soir, voilà, il y avait ça, il y avait le lancement d'un téléphone Free. On va voir ce qu'il en ressort, mais en tous les cas, oui, ça a pesé très fort là, parce que forcément, entre le moment où l'offre va être lancée, donc la guerre des prix va être lancée et la consolidation va arriver, tout ça va peser globalement sur les marges opérationnelles de tous les opérateurs, et c'est ce que globalement tranchait le marché hier soir en mettant des baisses de l'ordre de 5 à 10% sur l'ensemble des opérateurs. Ouais, notamment le nouveau groupe Numéricable, Altis, SFR Numéricable, qui a pâti de cette annonce, moins 9%. Donc là, tout le monde s'inquiète. Est-ce qu'on va avoir un séisme de l'ampleur effectivement de l'arrivée de Free dans le mobile? On verra, on suivra. Alors en tout cas, vous vouliez nous parler d'Orange ce matin. C'est vrai que si on regarde, évidemment, la chute d'hier est assez spectaculaire, mais si on regarde sur un an, là, la progression est plutôt considérable. Sur un an, on était à 10 euros, on ne le voit pas bien sur le graphique, 10 euros jusqu'à plus de 16 euros aujourd'hui, là aussi 60% en un an. Vous en conservez, vous en gardez. Pour quelle raison? Oui, alors d'abord il y a eu un gros travail qui a été réalisé sur l'opérationnel afin de remonter les marges, redonner du cash à la société. Il y a encore évidemment des soucis sur la croissance du chiffre d'affaires, forcément dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel, qui est le plus concurrentiel d'Europe, ça reste compliqué. Pour autant, ils ont fait un gros job, ils ont continué à faire de la croissance. Donc là, on attend d'avoir les dernières précisions sur le rachat de Jastel en Espagne. Orange, quand on écoute son patron, on nous dit bon, nous au niveau français, on va plutôt globalement être un observateur et on sera pas dans les deals. Il faut quand même voir, parce que si jamais il y a un deal sur Bouygues Telecom, il est probable qu'il y ait un peu de détourage, et donc que des parties de Bouygues Telecom soient vendues. Ouais. Eux ne peuvent pas se positionner directement sur le dossier parce qu'ils seront en position archi dominante, donc c'est pas possible. Par contre, ils peuvent être intéressés par un démantèlement. Ils peuvent racheter des pièces à un acquéreur pour qui justement ça ferait baisser un petit peu la note. Ok, vous avez un objectif sur Orange à 6 mois, un an? Quelle est votre anticipation ou vous gardez pour nous, tant qu'on a des révisions à la hausse sur les bénéfices par action, qu'on a un comportement de la valeur, comme je le disais précédemment, à savoir qui se comporte bien dans les phases de hausse, qui accompagne la hausse et qui reste dans la baisse, on va rester sur le dossier, potentiellement encore un petit moment. Il faut voir quel est le scénario qui va se mettre en place dans le cadre d'une consolidation qui nous paraît inéluctable, et quand ça va se réaliser. Donc là, en fonction du scénario, on pourrait être un peu plus précis sur nos objectifs de cours. Pour l'instant, on est là, on pense que ça doit continuer à bien se passer sur cet opérateur. Une baisse du titre, comme il peut se passer là sur quelques jours, quelques semaines, suite aux annonces de Free, c'est une bonne opportunité pour vous pour renforcer une position ou y rentrer? Alors, il faudra voir d'abord ce que lance Free, parce qu'il faudra voir quel est quand même l'impact sur les marges des différents opérateurs. Sur le principe, oui, parce que globalement, c'est une société qui a fait beaucoup d'efforts, qui est bien gérée, et dont on pense qu'elle va sortir par le haut. Maintenant, il faut quand même qu'on fasse tourner un petit peu nos tablettes pour regarder quel est l'impact potentiel d'une offre très agressive de la part d'Iliad. Très bien, on change complètement de secteur avec Aegon. Aegon qui a annoncé récemment la prise d'une participation dans la Banque Postale Asset Management pour 112 millions d'euros. Parlez-nous d'Aegon, qui est mal connu, acteur néerlandais dans l'assurance. Exactement, donc
Voilà, donc pourquoi on vient sur Aegon? Parce que quand on regarde la sphère financière en Europe, on s'aperçoit qu'assez paradoxalement, c'est les banques qui auraient dû profiter du QE, de l'annonce du QE de Mario Draghi, et c'est plutôt les assureurs qui en ont profité. Donc voilà, en regardant un peu tout ce qui se fait dans le secteur, donc on est déjà positionné sur AXA, qui est véritablement le top pick chez nous en termes d'assurance. Et Aegon, ce qui nous a plu, c'est son exposition aux États-Unis, où là on a une grosse visibilité sur la croissance des États-Unis, et donc sur la capacité d'Aegon à générer de la croissance là-bas. Et la partie européenne, bon, on pense qu'elle va profiter aussi d'un renouveau. Mais ça nous permettait d'avoir un acteur qui soit présent sur les États-Unis en ayant l'avantage d'être européen. Donc voilà pourquoi on s'est positionné sur cet assureur. D'accord, le titre effectivement là aussi flambe. Si on voit le graphique sur les derniers mois, très court, très flat on va dire, hein, stable durant toute 2014, et puis poussée, accélération peut-être due au QE. On verra en tout cas. Petite aparté pour ceux qui souhaitent découvrir la valeur un peu plus en détail. Il y a une publicité avec John McEnroe que je vous recommande sur internet, où en fait c'est devenu un commercial en fait sur ses vieux jours, et il essaye de vendre une vieille cassette VHS de ses meilleurs moments tennistiques. En tout cas, c'est assez amusant, et c'est pour préparer la retraite. Bolloré, ensuite, là aussi on change complètement de secteur. Pourquoi le titre Bolloré vous intéresse aujourd'hui? Quel est son potentiel? Un très bon parcours là aussi boursier, en tout cas une espèce de recovery, où on a l'impression que les investisseurs se réintéressent au titre récemment. Oui, alors dernièrement, ce qui s'est passé sur Bolloré, donc je ne reviens pas sur l'historique de la création du groupe, mais bon, ce qui nous intéresse d'abord, c'est qu'on a un vrai patron à la tête du groupe, et que globalement, voilà, on les compte un peu sur les doigts de la main, les patrons qui ont des visions véritablement entrepreneuriales, qui sont capables de tenir dans la durée, d'investir à contre-courant, de prendre des positionnements des fois un petit peu étonnants, pour autant qu'ils sont porteurs dans la durée. Donc on aime bien, et donc ce qui nous plaît, c'est le côté croissance africaine. Il y a assez peu de véhicules d'investissement pour jouer sur la croissance africaine. Et la croissance africaine, elle a ceci d'exceptionnel, c'est qu'on est sur un continent qui est sur des croissances de l'ordre de 4 à 5% par an, et que même dans les années difficiles qu'on a connues dernièrement, c'est des croissances qui n'ont jamais été revues à la baisse. C'est-à-dire que quand le FMI, l'OCDE revoyait à la baisse les prévisions de croissance de la planète, il y avait un très gros îlot, à savoir l'Afrique, qui restait indemne et qui gardait cette... Donc il y a une récurrence sur la croissance africaine. Donc Bolloré est là-bas sur la logistique. Il y a eu des craintes dernièrement avec Ebola. Oui, on a eu justement, on voit sur le graphique long terme, un trou d'air à partir de septembre-octobre. Là, il y a eu une grosse crainte, notamment sur le Nigeria. On ne savait pas si l'épidémie allait gagner ce territoire qui est clé, hein, je crois, pour le groupe. Et puis finalement, l'épidémie heureusement est endiguée. Ça a l'air d'être contingenté. Donc là, elle est en train de redémarrer, techniquement parlant. Et donc, on pense qu'il y a du potentiel là-dessus. Ce d'autant plus qu'en fait, elle est assez mal comprise, et en même temps, c'est vrai que la galaxie Bolloré est assez difficile à comprendre, parce que c'est beaucoup de groupes qui possèdent des participations les uns dans les autres. Et donc si on se contente de regarder, d'essayer de créer un actif net réel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'actions qui sont auto-détenues, et qu'en fait quelque part il faut les éliminer. Et donc du coup, ça fait en fait le gâteau est finalement plus grand. Enfin, le gâteau est toujours aussi gros, mais avec beaucoup moins d'acteurs pour se le partager. Donc on pense que quelque part des objectifs aux alentours de 8 € dans la durée, c'est réalisable, sachant que Bolloré l'a clairement annoncé, d'ici 2022, il veut préparer sa succession, et donc il veut réduire l'ensemble de des galaxies d'autodétention. Donc on va voir probablement, comme on a vu il y a quelques temps disparaître Bolloré Investissement, qui est devenu Bolloré, des sociétés qui vont faire l'objet d'OPA, qui vont disparaître, et donc avoir une structure qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Et là, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a beaucoup moins d'actions finalement qu'on ne le pensait, et donc le gâteau la part du gâteau est plus importante. D'accord, et puis le marché, on les voit, en tout cas les investisseurs aiment bien ce qui est clair et intelligible, en tout cas les structures plus pure player ou plus light, donc ça devrait améliorer le cours. 5 € actuellement, objectif 8 €. Donc pour Bolloré, on change complètement de secteur avec la banque. Natixis, un des plus beaux parcours boursiers, là aussi on peut parler de recovery, hein, puisque Natixis, certains s'en souviennent, avait été introduit autour de 20 €. Là je remue un petit peu le couteau dans la plaie pour ceux qui avaient souscrit juste avant crise. On était tombé sur une valeur de penny stock, et puis on revient là aussi avec une progression assez impressionnante, hein, puisque sur 3 ans on passe de 1,60 à
à 6,40 aujourd'hui, donc multiplié par 4 ou 5. Vous êtes sur le titre depuis longtemps. Expliquez-nous la stratégie sur le titre. Est-ce que c'est votre chouchou dans les valeurs bancaires? Alors, donc comme je vous le disais, quand on a regardé le secteur bancaire, il y a eu des vagues globalement sur les dernières années, celles qui en ont plutôt mieux profité, enfin sur les derniers 18 mois, c'est plutôt les banques d'Europe du Sud. Et puis après, avec le phénomène grec, tout ça a été un petit peu chahuté. Donc on a des parcours relativement volatiles. Et dans tout cet univers, il y en a une qui a eu un parcours beaucoup moins volatile et donc qui nous a attirés, donc qui donnait plus de lisibilité, moins de volatilité. C'était Natixis, qui a eu dans son malheur la chance d'avoir fait une augmentation de capital très tôt et donc qui du coup passe haut la main les examens BAL 3 et autres et donc qui est une société qui de ce point de vue-là a pu repartir plus vite que les autres, plus tôt que les autres, même si effectivement, comme vous le rappeliez, elle a connu un parcours boursier relativement désastreux depuis son introduction. Ouais, globalement, il y a eu juste beaucoup avant de changements. Descente aux enfers, jusqu'à tomber, je crois, aux alentours des 1 euro. Et puis remonter, on espère évidemment retrouver les plus hauts qu'on a connus, mais ça prendra et là, peut-être un ça petit peu de repart, temps. ils se relancent sur l'asset management, ils sont repartis aux États-Unis, ils ont été assez actifs puisqu'ils ont racheté, je crois, c'est 70% de la société de gestion DNCA. DNCA Finance, donc il y a toute une actualité qui est positive autour du titre Natixis et qui nous amène à continuer à l'accompagner. Très bien, et puis on reçoit sur ce plateau effectivement nombre de gérants de Natixis Global Asset Management. On les verra très prochainement. On termine par une valeur sur laquelle vous restez à l'écart dans le secteur pétrolier espagnol. Là, ça cumule un petit peu effectivement, c'est Repsol. Oui, alors Repsol, on était rentré sur Repsol il y a quelques temps en se disant que ils avaient beaucoup de cash et donc ils avaient la capacité à faire de la croissance externe et donc ils étaient plus sur l'amont, le raffinage, des choses comme ça, enfin l'aval, pardon. Et donc dans le contexte de baisse du prix du pétrole, c'était relativement bon. Donc effectivement, elle a eu un parcours qui était un peu moins chahuté que évidemment des parapétrolières ou des grandes pétrolières. On a eu des versements de dividendes et des dividendes exceptionnels, qui fait que quand on regarde le cours, en fait pour l'actionnaire, il y a eu un parcours un peu plus heureux que le trou d'air qu'on voit là, puisqu'il ne réintègre pas les dividendes exceptionnels qu'on a eu 1,50 € en tout. D'accord, mais c'est vrai que là on a un sentiment, en tout cas en voyant la courbe, que ça a accompagné vraiment cette chute du pétrole assez violente à partir du milieu de l'année dernière. Point bas atteint autour des 14,50 € début janvier, et puis on a une forte sensibilité du titre, en tout cas au cours du pétrole, puisqu'on a une légère remontée là depuis quelques semaines maintenant que le pétrole s'est stabilisé. Il n'y a aucun espoir ou vous pensez revenir sur le dossier? Non, sur le principe, on va potentiellement on pourra revenir sur le dossier, mais là on a profité donc d'un retour de flamme, si on veut dire, pour s'alléger sur ce type de dossier ou sur les pétrolières intégrées de manière générale. Il nous semble que le pétrole est manifestement relativement durablement sur des niveaux de l'ordre de $50. Goldman Sachs vient de ressortir une étude en disant qu'effectivement ils abandonnaient toute velléité haussière sur le baril et que les hedges étaient en train de couper aussi leur pari haussier sur le pétrole. Donc on va probablement rester avec un pétrole bas, des sociétés qui vont continuer à couper leur capacité d'investissement, donc ce qui est très mauvais pour les parapétrolières, et pour elles-mêmes en termes de dynamisme et de production, ça va rester très faible. Donc voilà, pour l'instant on pense qu'il y a mieux à faire ailleurs, et qui plus est, c'est pas plus mal, puisque comme généralement c'est les sociétés, si on pense à Total, mais aussi à Royal Dutch, qui sont relativement fortement pondérés dans les indices, ça peut amener de manière visuelle les indices à se calmer, et donc on aura des choses assez sympathiques à faire en dehors de ça. Très bien, en tout cas, Paris inflammable à Repsol. Vous restez à l'écart pour le moment. Je rappelle vos convictions, Bertrand Lamiel, gérant et directeur de la gestion chez B Capital. On vous a parlé ce matin de Bolloré, Aegon, Criteo, Orange, Natixis et Peugeot. On peut encore entrer sur ces titres. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de cette émission en replay. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès demain à 10 h. Tout de suite, place aux traders avec Direct Investisseur.